nzela mpe akomi kobambo mabanga yo kozongisa ye te ntango mosusu azomona nzete. Je m'appelle M. Jean Kitoko. Je suis parmi les éducateurs de l'autre école. J'assume la discipline générale de l'école. J'essaye de coordonner les activités et des affaires courantes. J'assure aussi la relation entre l'école et certains amis de l'extérieur. Je tiens la caisse, je fais beaucoup d'histoire. L'autre école ici que vous voyez, c'est une nouvelle formule, un centre de récupération de jeunes abandonnés, de jeunes désœuvrés, qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés par leurs parents, des fois par manque d'argent, des fois par manque d'intelligence pour des écoles modernes. L'autre école a été créée pour récupérer tous ces jeunes qui sont en marge, qui sont marginalisés. Et puis l'autre école lutte contre l'exclusion scolaire et amène ces jeunes-là au maximum de leur capacité pour que ces jeunes puissent gagner quelque chose dans leur vie. S'agissant de l'historique de cette autre école, l'autre école en principe a été créée en 1996. C'était à partir d'une religieuse au nom de Gisèle Ibanga qui est venue pour faire ses recherches. Elle est venue de Lyon. Elle faisait des recherches sur les échecs scolaires. Elle voulait comparer l'enseignement au Congo et en France. Et elle avait remarqué que ces enfants qui étaient encadrés pendant les grandes vacances, les enfants avaient échoué, pas par manque d'intelligence, mais parce qu'il manquait de moyens. C'est pourquoi l'autre école a été créée à ces propos. Cette sœur était une sœur de Saint-André. En 1999, l'école s'appelait Institut Makabou. Donc, l'Institut Makabou a été créé. Cette école s'est vite transformée en école publique. Donc, l'école est vite appartenir à l'enseignement primaire et secondaire, donc les PSP en RDC. Alors que ce n'était pas ça le désir des sœurs de Saint-André. Mais après 2 ans de fonctionnement, donc en 98, les sœurs se sont rendues compte que ce n'était pas ce qu'elles voulaient. Alors, ils sont venus pour mettre fin à ce système par l'impulsion de la sœur Marie-Rose Ornante venant de la Belgique. Cette sœur a choisi quelques éducateurs qui ont suivi la formation au centre spirituel de Kipalou, une formation qui a intégré ces éducateurs dans l'esprit de l'autre école. Donc, cette école a été créée finalement à cette occasion-là en 98. L'école a changé la nomination qui s'appelle maintenant Autre École. Donc, une école qui n'est pas comme toutes les autres écoles, une école où on forme quelqu'un sans diplôme, mais très important dans la société. Donc, nous formons des jeunes menuisiers, nous formons des jeunes maçons, nous formons des agriculteurs, nous formons des jeunes filles qui sont des couturières, nous formons des jeunes gens qui savent fabriquer les pains, les beignets et qui peuvent se débrouiller sur terrain pour gagner leur vie. Alors, en 2002, le père Paul Dirks, qui est le père jésuite, a été mis dans le coup. Donc, le père Paul, d'abord, a été choisi comme gestionnaire, enfin, répondant de l'autre école auprès des bailleurs de fonds. Et après, il est devenu directement membre du conseil de gestion qui assure beaucoup de responsabilités par rapport à la gestion de cette école. Cette école vise surtout les jeunes désœuvrés et les jeunes pauvres, des orphelins. Ce sont des conditions surtout pour l'inscription dans cette école. Les jeunes doivent être d'abord pauvres et ces jeunes doivent lui-même donner cette bonne volonté de venir se faire inscrire. Il ne peut pas être conduit par un tuteur ou un parent.
Parce que s'il est conduit par un parent, ces jeunes-là, il pensera que tout ce qu'on donne ici comme travail, c'est une corvée. Alors il ne va pas bien marcher. Donc il faut un jeune qui donne la bonne volonté lui-même de venir s'inscrire. Et ce sont ces jeunes qui aboutissent à une bonne formation. Donc, ces jeunes, ce sont des jeunes qui n'ont pas été sur les bancs d'école. Même s'il a appris quelque chose, première, deuxième, primaire. Mais en général, ce sont des jeunes que nous prenons pour se faire former. S'agissant des organes, dans notre système de travail, il n'y a pas de directeur, il n'y a ni de préfet, il n'y a ni de numéro 1, comme dans d'autres écoles. Tout fonctionne en 2 conseils. Nous avons le conseil de gestion et nous avons le conseil pédagogique. Le conseil de gestion est formé de 3 membres, le conseil pédagogique aussi a 3 membres. Tout se fait ensemble. Il n'y a pas de décision qui peut être prise par une personne seulement. Avant de se décider pour une dépense quelconque, pour un problème très sérieux de l'école, on invite tout le monde et on passe par élection. Si la majorité a opté pour cette décision, alors on adopte et on applique la décision. Donc nous n'avons pas de directeur. Donc l'organe suprême, c'est le conseil de gestion et le conseil pédagogique. Et toujours il y a étroite collaboration dans tout ce que nous faisons. L'ambiance existe de la collaboration entre les éducateurs et les jeunes. Et nous avons 5 secteurs. Par le secteur de l'agriculture, parce que c'est un secteur que nous appelons secteur mer. Nous sommes dans une province agricole, même si on jette une petite graine par terre, ça évolue sans engrais, sans quoi. Et je pense que vous verrez à travers ces films des réalisations de l'agriculture. Ces secteurs-là. Comme vous l'aviez dit, nous avons des sites de jardin pendant la saison des pluies. Pendant la saison des pluies, nous cultivons ici sur les plateaux. Mais pendant la saison sèche, nous descendons dans la vallée de Montmécanten. Mais que vous verrez plus tard. Mais c'est un jardin de 100 mètres de longueur et 25 mètres de largeur. Ici, nous avons 7 blocs de plates-bandes. À chaque bloc, il y a 12 plates-bandes que nous exploitons des légumes. Nous produisons des légumes ici du 1er janvier au 31 décembre sans faille. Il y a des mamans qui viennent de la ville, de la cité, de Yipide, des mamans de Kazamba, ainsi que de Yipoutoua. Pour aller manger ou bien aller revendre? Pour aller revendre. Il y a des gens qui achètent pour aller manger, il y a des revendeuses qui viennent acheter ici. Au total, nous avons ici 114 plates-bandes. Comme autre école le dit, c'est une école très différente des écoles publiques. Donc l'agriculture, c'est parmi les secteurs de votre école? C'est parmi les secteurs. Ce sont toujours des jeunes mamans qui ont déjà eu la chance, ceux ici ont déjà acheté pour aller revendre au marché. Et ils sont très contentes parce que c'est un peu rare dans le quartier, des jardins comme ça, initiés par des élèves eux-mêmes. Une partie des légumes d'amarante, on appelle ça la marante, réservée pour la récolte des graines. Les graines aussi sont vendues par les particuliers qui viennent chercher. C'est comme on a dit, tout est à vendre ici pour assurer l'autofinancement et supporter les 1/3 des salaires des éducateurs. Parce que l'école, on vous rappelle que l'école ici, les enfants ne payent rien. Les gens sont payés par les petites productivités et une petite production que nous gagnons. C'est une partie des légumes réservés pour récolter les graines. Mais qui ne sont pas encore mûrs. Hein. On attend, ça va grandir, que ça devienne très gros pour que les gens achètent. Et puis une partie sera réservée pour les graines aussi. Et maintenant on passe à l'étape de peser pour vendre.
On met ça sur une balance. Le kilo coûte 200 francs congolais. Maintenant, on est en train de mesurer pour... On pèse ça pour vendre. C'est grâce à cette citerne qu'on arrive à arroser les légumes. Une citerne de 36 mètres cubes, mais qui n'est pas suffisant. Parce que à peine 36 mètres cubes, quand on arrose une semaine après, ça s'épuise. C'est une citerne construite par l'aide de quelques bailleurs de fonds, par exemple des moines trappistes de Westmark, de l'EF aussi, par l'aide du père Paul Dirks. Et pendant la saison 16, comme l'agronome a dit, on descend en bas, il y a une petite ferme pour le jardin qui est au bord d'un ruisseau où l'on peut puiser facilement de l'eau pendant 3 mois. Et au mois de septembre, on revient ici. Ici, nous sommes dans un dépôt de matériel et des produits agricoles. Ici, nous sommes dans la vallée de Mumekantembe, qui est le deuxième site du jardin de l'autre école. Souvent, nous avons l'habitude de cultiver les légumes ici pendant la saison sèche. Alors, la préparation du terrain commence souvent le 15 septembre, non, le 15 mars. Chaque le 15 mars, nous débutons déjà à préparer le terrain pour la saison sèche. Jusqu'au mois de septembre, on cultive des légumes jusqu'au mois de septembre. Là, on monte sur le plateau au niveau de l'école. Alors, c'est comme cela que nous cultivons des légumes du 1er janvier au 31 décembre sans cesse, sans avoir de difficultés. C'est ça. D'abord, le 15 mars, nous avions commencé par le défrichement. À 2 jours après, on a labouré, on a fait un labour général. Après, on a fait le paillage. Maintenant, nous sommes en train de faire des plates-bandes. Après avoir labouré, ça sera comme le deuxième labour. Maintenant, nous allons toujours pailler. Après la fabrication de ces plates-bandes, nous allons toujours pailler. Alors, aujourd'hui aussi, où nous avions commencé à faire des plates-bandes, nous allons faire un germoir de morel, ce qu'on appelle généralement bilolo. Ce sont les jeunes élèves de l'autre école, bien qu'aujourd'hui ils n'ont pas répondu nombreux. Comme ils sont dans la fièvre des vacances de Pâques, les pères qui sont venus comme ça. Ils sont en train de préparer des plates-bandes pour faire l'enfouissement avec les titoniens. Peut-être vous me posez la question de savoir qu'est-ce que signifie l'enfouissement. C'est enterrer les titoniens, soit les plantes vertes
Une fois décomposé, 2 semaines après, on peut semer soit planter. Alors, il n'y a pas seulement le titonia qu'on peut faire l'enfouissement. Il y a aussi la cassia. Toute plante verte dont les feuilles peuvent se décomposer facilement, on peut faire l'enfouissement. L'enfouissement, c'est une technique seule de compositière. Le compositière prend 3 mois avant de l'utiliser, tandis que l'enfouissement, c'est 2 semaines après, soit 3 jours après. S'il y a l'abondance de pluie, on peut déjà utiliser ça. Dans le secteur de maçonnerie, où les jeunes fabriquent des briques pour la vente, les jeunes construisent des maisons de particuliers à travers la cité, les jeunes travaillent par-ci par-là pour gagner leur vie et toujours viser la productivité de l'école. Parce que nous supportons 35% du salaire des éducateurs. Le reste là est supporté par des amis de quelques bailleurs qui nous aident. Mais en majorité, et tout ce que nous produisons ici est mis dans la caisse pour supplier au salaire. Aujourd'hui, pour nous développer la marque des menuiseries où il y a la fabrication de meubles de toutes sortes, des ustensiles de cuisine, des chaises, des tables, et voire même des cercueils préfabriqués. Et puis, ils fabriquent aussi des toitures, des maisons. Quelqu'un nous invite à la cité et on travaille. Même en dehors de la cité, nous sommes invités. Tout ça pour viser l'autofinancement, pour qu'il y ait quelques entrées et enfin d'assurer le salaire et les dépenses de l'école. Notre menuiserie reste toujours pendant 15 ans locale. Nous n'avons pas ne fût-ce qu'une petite machine à raboter quelques matériels qui nous manquent. Donc on rabote toujours à la main, comme à l'époque contemporaine. On scie toujours à la main. Et là, ça diminue la vitesse des travaux et on a des difficultés pour réaliser certains travaux, des portes par exemple, des chaises un peu sophistiquées, parce que plus on avance, plus il faut essayer un peu d'harmoniser les choses et nous sommes butés de ce côté-là. Des petits meubles, nous avons des chaises bureaux, nous avons des tables, des vitrines, et puis il y a aussi des cercueils préfabriqués, pour attendre les clients. Il y a un décès dans le quartier, on vient acheter ça pour enterrer les gens. Nous sommes devant les établis. Nous avons un dépôt de bois. C'est l'exposition des meubles, des chaises fabriquées par les jeunes où les clients viennent chercher. Nous sommes devant l'atelier de l'autre école. Il y a des lits exposés, il y a un cercueil de l'autre côté et puis il y a des chaises, des tables pour vendre. C'est un cercueil qu'on a exposé, préfabriqué pour attendre des clients. Sarah Solam, petite sœur à sucre, toujours matin, Soda Poto,
soda poto miko mokonzi. Nous avons un autre secteur de la transformation où on transforme la matière première. Et nous avons par exemple la fabrication de savon, nous avons la fabrication de lait artisanal, nous fabriquons des cirages, des vernis à partir de l'essence naturelle. Donc tout ça, ce secteur s'appelle la transformation. Et enfin, l'autre école fabrique du savon. Ce savon n'est pas primaire mais amélioré. C'est-à-dire, il y a d'abord les produits de base. Nous utilisons 3 produits de base qui sont la soude, 1 kg de la soude caustique, 10 bouteilles d'eau et 10 bouteilles d'huile de palme. Après avoir préparé de l'huile qu'on a bouillie, et nous faisons la solution de la soude. La soude fait presque une semaine dans le bidon et ça devient froid. Les jours de la fabrication, on mesure la soude, on tamise aussi de l'huile tiédie, on a réchauffé encore. Et nous mélangeons tout cela. Nous ajoutons, nous faisons encore une pâte de produits spéciaux qui sont une quantité demi-verre de l'huile palmiste. Là-dedans, nous mêlons la titane, le carbonate, le colorant jaune, le colorant poison, le colorant rouge, le neutralisant, le génapoil. Nous passons encore ces barres dans une autre table de coupe qui nous donne des morceaux qui sont presque semblables au savon. C'est du très bon savon, vraiment de bonne qualité, qui sert à la lessive comme à la vaisselle aussi. Enfin, nous avons le secteur des boulangeries où on apprend aux filles comment fabriquer du pain, des beignets, des biscuits. Il y a beaucoup de toutes sortes de recettes qu'on apprend à ces jeunes. Une fabrication de beignets, ils vont cuire et après la fabrication, ils vont vendre ça eux-mêmes à travers la cité afin d'augmenter l'autofinancement de leur secteur. Tout le monde vise la production. C'est la boulangerie artisanale, un four pour cuire les pains et les beignets. C'est vraiment artisanal, très local. Par exemple, notre couturière a aussi des difficultés, il n'a pas beaucoup de machines. On a toujours des machines mécaniques qui datent de longtemps. On ne peut pas faire la broderie, on ne peut pas modifier leur couture, il ne peut pas changer la façon. Et on reste, pour ça, vous voyez que la conséquence c'est qu'on reste toujours borné sur les mêmes histoires. Donc, la grande difficulté... Que la maman
couturière Sophie Vienne, la formatrice de toutes les filles en couture. Chaque secteur doit viser la productivité. Chaque secteur doit produire pour viser l'autofinancement. Et chaque mois, on encourage ceux qui produisent, on les encourage. Un rapport est établi à la fin de chaque mois. Une copie est envoyée au bailleur de fonds et une copie est affichée dans notre bureau ici que vous voyez. On affiche pour que chacun se rende compte de ce qu'il a réalisé. Et s'il a bien produit, bravo, on encourage. Et s'il n'a pas produit, on secoue. Des fois, on retire une partie de son salaire pour que demain, il puisse produire. Nous avons 15 personnels, c'est-à-dire 15 éducateurs. Donc 10 sont payés à temps plein et 5 autres sont à temps partiel. Nous avons les difficultés de paiement des éducateurs parce que nous ne savons pas, après 2-3 ans, qu'est-ce que l'autre école va devenir. Nous avons des difficultés que nous avons reçues. Ce sont des jeunes qui sont venus par-ci, par-là, des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Ils sont partis trop jeunes en Angola pour chercher l'argent là-bas et ils sont revenus un peu à l'âge avancé. Ils ne pouvaient plus récupérer l'école primaire. Ils sont venus solliciter ici. Alors, pour éduquer ces jeunes-là, il faut avoir des méthodologies. Heureusement que je suis formateur. J'ai fait la pédagogie appliquée à l'Institut supérieur pédagogique de la ville. Je suis un peu formé pour l'éducation des jeunes. Parce que le quartier ici, n'eût été la présence de l'autre école, la délinquance n'allait pas cesser. Dans ces quartiers, nous avions beaucoup de délinquants qui brûlaient des maisons, qui tapaient sur un vieux type lorsqu'il y a la mort d'un jeune. Dans le quartier, on croit que c'est son père qui l'a tué et on tape sur ces papas-là. Il y a des maisons qui étaient brûlées. Et après avoir créé l'autre école, donc nous remercions les sœurs de Saint-André et surtout nous remercions le père Paul Dirks, le père jésuite, qui est aujourd'hui au repos en Europe. Après son départ, il a demandé au père Xavier Zabala de jeter un coup d'œil comme notre conseiller de l'école à la place du père Paul. Et le père Zabala l'a directement remplacé. Nous remercions tout le monde pour la contribution qu'ils donnent, pour cette chance qu'ils ont accordée aux jeunes de Kilokoko, ici, un quartier de périphérie de Kikwit, un quartier pauvre, un quartier qui n'a pas beaucoup d'histoire, mais on a donné la chance à ces quartiers et à ces jeunes de prendre des formations. Donc merci au père Zabala, merci au père Paul Dirks, merci aux sœurs de Saint-André. Je pense, je suis presque au bout de ce que je pouvais penser, mais le reste, vous verrez ça à travers les images que les gens vont vous livrer. Au début, là, j'avais souligné que l'école était vraiment très différente des autres écoles. Donc, l'école n'avait pas besoin de diplôme. À la fin, nous, on forme des jeunes capables de se former et d'être utiles sur le marché. À la fin de la formation, donc 4 ans de formation et 1 année de stage, on livre les enfants, on livre aux jeunes des matériels très simples comme symbole pour que les enfants puissent se lancer sur le marché et débuter leur travail. Cela se fait souvent le 15 juillet de chaque année, non, de 2 ans après. C'est une petite cérémonie un peu solennelle où l'on invite les chefs du quartier, les bourgmestres, les paroissiens, les gens du quartier pour assister à la distribution de matériel des jeunes. Que nous gardons des petites choses qu'on nous envoie pour distribuer aux enfants, soit pour utiliser dans la menuiserie et la maçonnerie. Voyant des garçons et des filles, nous voyons que l'autre école forme les agents, forme les cadres et forme les enfants dans de bonnes manières, dans les travaux et
dans autre chose pour qu'ils puissent se sauver de leur vie. Et quand ils seront des pères de famille et des ouvriers quelque part, ils pourront bien travailler et faire survivre leur famille. Zenange muzinga kazoma. Aina nani manange zenandi nani? Niki beme kusalawa. Ndunda. Na wapi? Na papa Jean tina papa Faustin. Faustin Jean Kitoko. Jacques Kitoko. Ah. Benu ke sumba ke tibeke vanana kese na pila beke sumba ndunga. Beke vanana kese sambo kisalu na betu. Ke tioke sadisa benu mpina kese ina. Yoke na mu Rachel Muzinga mu vana Lutima numero 167. Avenue Lutima na cité. Yinki ngeme kusosa kwa kuna kiloko. Ndunda yayi betu banda kusumba ntama yoke sadisa betu mingi. Bana betu sadisa bona ndunda yayi. Yoke ndunda mosha bien, yoke kuna bena baba nkishi. Donc yoke kuna yo penza na baba titi yayi balwa bongo to la simie. Keti ntangu ya beni ke kwenda teka beke bakaka mpi mbongo ya nkaka mpi inazulu beke papa na betu bwe itikira betu beke baka interesa ngane tere kuvana venga beke kutave na kusuma na papa Jean papa Jacques na papa Jean Jean Faustin matot Patrick Biansuka la carte prépayée nanga pour bakiselanga compte simia love olingwe qui n'a pas promesse à fonctionnaire et assurer moto ayosani kesaler na yekumba maman papier konzo Planète TV 6e chantier kotina bamoureux bolingo ya tambala na la tate